À tous, bienvenue sur Décodage immédiat numéro 5. Nous sommes le 14 février 2018, la Saint-Valentin. On ne va pas parler que d'amour aujourd'hui, dommage. Bonjour Cindy. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Bonjour. Donc, salut Marion, salut Jonathan. Bonjour Marion, bonjour Jonathan. Bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Nous allons bien. Oui, on a hâte au printemps, parce que l'hiver, ça commence à être long. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? Je vous montre l'ordre du jour. Vous voyez bien? Oui. Nous allons parler donc des Jeux Olympiques à Pyeongchang et des symboles ésotériques. Ça, c'est Cindy. Vous allez voir, c'est passionnant. Ensuite, de l'actualité européenne, il y en a en veux-tu, en voilà. Il se passe énormément de choses en ce moment, un peu partout. Les tensions en Syrie, malheureusement, c'est un sujet récurrent dans l'actualité. Et puis, nous finirons ce numéro par l'actualité galactique récente. Voilà. Donc, à toi, Cindy, à toi la parole. Bah oui, je vous emmène au sport d'hiver, ça vous tente, avant les vacances. Ouais. Carrément. Et ceux-là, on peut les regarder de chez soi, bien au chaud. Donc, je vais vous parler des Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques ont bien changé depuis les Jeux d'origine. Je ne sais pas si vous le saviez. Donc, les Jeux Olympiques, forcément, comme leur nom l'indique, ils rendent hommage aux dieux de la mythologie grecque, ceux du mont Olympe, la montagne Olympe. Donc, il faut savoir qu'à la base, les Jeux Olympiques, c'est un temps de paix. Même s'il y avait la guerre autrefois, c'était vu comme une trêve, vraiment la trêve olympique, le moment de paix, où tout le monde se rassemble, quels que soient les conflits et les nations, pour célébrer les dieux, le sport, la culture et les arts. Parce qu'on célébrait pas que le sport à la base aux Jeux Olympiques, c'était aussi la fête de la musique et de la culture. Voilà. Et pour vous dire à quel point c'était un moment de paix, les athlètes pouvaient traverser même les zones de conflit sans craindre pour leur vie. Et tout le monde se rassemblait, même s'ils étaient en conflit, pour assister aux Jeux Olympiques. Donc, voilà. Donc, les Jeux Olympiques ont été modernisés. Donc, on les a un peu dénaturés au 19e siècle avec un monsieur qui s'appelle Pierre de Coubertin. Ça vous dit quelque chose peut-être? L'important n'est pas de gagner, mais de participer. C'est sa célèbre devise. C'est une figure emblématique de la France. Et c'est moi, tu sais, il me fait penser à Pasteur. C'est ces gens dont on parle un peu trop. Et d'ailleurs, du coup, qui deviennent suspects parce qu'on en parle trop. Ah bah oui. Pasteur, oui. Donc, monsieur Pierre de Coubertin a voulu moderniser les Jeux au 19e siècle, donc fin 1800. Donc, c'est vers cette époque-là qu'on a créé le CIO, donc le Comité international olympique, avec les symboles d'aujourd'hui qu'on connaît, donc le drapeau olympique, la devise olympique et la flamme olympique, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que représentent ces symboles à l'origine. Non, mais je vais vous le dire. C'est bien pour ça que j'en parle. Donc, on va commencer par le drapeau olympique tout classique. Donc, on a 5 anneaux de 5 couleurs différentes sur fond blanc. Donc, ces 5 anneaux qui représentent les 5 continents. Et les couleurs qu'on leur attribue n'ont pas forcément un lien avec les continents. C'est surtout pour symboliser leur union par le sport, pour montrer l'universalité de l'olympisme. Parce que les Jeux Olympiques, c'est fait pour rassembler, comme je le disais à la base. Donc ensuite, on a la célèbre flamme olympique. Et oui. Donc la flamme olympique, je ne sais pas si vous le saviez, mais elle fait référence au mythe de Prométhée, avec l'élément feu. Non, vous ne saviez pas? Ah, si, on a étudié ça à l'école. Ah oui, mais ça remonte à loin. Donc le mythe de Prométhée, ça symbolise la victoire de l'humanisme sur l'autoritarisme. Donc on axe les choses sur l'humain et l'union. C'est d'actualité, ça. Oui, en plus, oui. Alors le porteur de la flamme, qui, je le rappelle, est toujours
une personnalité symbolique, représente le Prométhée moderne qui relie l'espoir de relais en relais pour établir un lien entre le site antique des Jeux, parce que normalement ça part le plus souvent de Grèce, du site antique, jusqu'à la ville organisatrice des Jeux, pour faire le lien entre les Jeux antiques et les Jeux olympiques modernes, pour toujours revenir à la base. Voilà. Et on a la célèbre devise olympique aussi, pour ceux qui font du latin à l'école, n'est-ce pas Hervé? Alors, je ne sais pas si je prononce très bien. Donc, c'est Citius Altius Fortius. Plus vite, plus haut, plus fort pour motiver les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Voilà. Donc, à la base, les Jeux olympiques, c'est tous ces symboles-là, plus ceux qu'on modernise. Alors maintenant, je vais un peu aller plus loin dans la symbolique. Ça va s'assombrir un petit peu, énergétiquement. Parce que depuis qu'on a modernisé les Jeux olympiques, il y a les célèbres spectacles durant les cérémonies d'ouverture et de clôture. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de les regarder, parce qu'ils sont assez longs. Vous les regardez? D'accord, c'est silencieux. Non, si, moi j'ai regardé quand même j'ai regardé la cérémonie d'ouverture et les discours. Moi, j'ai vu le oui, résumé. Ah oui, c'est plus court. Oui, c'est plus court. Donc, on a les traditionnelles cérémonies olympiques qui sont les spectacles d'ouverture et de clôture. Alors, traditionnellement, je dis bien traditionnellement, ils mettent en scène l'histoire de la culture de la nation hôte. La nation hôte, c'est le pays qui reçoit et organise les Jeux olympiques. Donc, à la base, c'est des tableaux, des spectacles sur la culture. Mais, depuis le cours du XXe siècle, on va dire que ça a pris une autre tournure, car ces cérémonies célèbrent aussi symboliquement et parfois bien visuellement l'élite occulte, à travers des symboles ésotériques. Parfois, on les voit très bien, parfois, il faut bien chercher. Alors, je vais vous donner quelques exemples quand même. Donc, je vais commencer par la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. Donc, j'ai des petits éléments comme ça. Alors, ce qui est surprenant en 1984, c'est que pendant le spectacle, on se focalise un petit peu sur l'effet ovni. Parce que dans le spectacle, on a un ovni qui apparaît au-dessus du stade, le stade de Los Angeles, qui dépose un être à profil de bouc. Alors, dans la mythologie, le bouc, c'est pas toujours très positif. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, c'est Bélial, ouais, exactement. Ouais. Donc déjà, et ce personnage sortant de l'OVNI, à l'époque, il était censé symboliser des intraterrestres qui sortiraient du monde de l'abîme. Donc déjà, pour les éveillés, enfin les gens qui connaissent certaines informations, ça peut faire penser aux bases souterraines reptiliennes un petit peu. Bon, je vais faire un petit bond en avant, 1992, Jeux olympiques de Barcelone, cérémonie d'ouverture. Alors, à un moment donné, on a un homme qui tape sur un gong et sur le gong, on voit carrément un serpent qui tient dans sa bouche et par le bout de sa queue une branche d'olivier. Alors déjà, le serpent, en général, ça n'a pas une symbolique très positive. Et après, c'est un peu plus pire, on va dire, parce qu'on a un figurant qui est déguisé carrément en diable, qui rejoint d'autres figurants qui ont carrément des déguisements démoniaques, et ils effectuent des danses, et on a une apparition de dragon qui symboliserait le masculin et le féminin. Donc là, on est dans la symbolique énergétique. C'est marrant pour ceux qui connaissent. Parce que ceux qui ont entendu parler de l'inauguration du tunnel du Saint-Gothard là, en Suisse, il y a exactement le même type de scénographie avec des bêtes à cornes, des diables, des personnes habillées en rouge avec du sang. Enfin voilà, on voit que c'est toujours les mêmes scénographies. Oui, ça avait créé un petit peu un buzz à l'époque. Ouais, C'était vachement glauque. Ouais. Je sais plus si c'était en 2015, c'est assez récent cette histoire. Non, c'est plus récent que ça, c'est 2016 ou 2017. Ouais. Enfin, ouais, voilà. Ouais. Alors, je vais faire un autre bond en avant, maintenant en l'an 2000, carrément. Et non, c'était pas l'année du bug. Donc, on passe à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney, en Australie. Alors là, on va plus en avant dans le sombre, carrément. Parce que là, on a des êtres effrayants qui marchent avec des échasses,
Et ça symboliserait les géants des temps anciens. Vous savez, les géants un peu de la mythologie ou des anciennes civilisations. Et à un moment donné, on a une grande tête d'un dieu venu des étoiles, bon, un extraterrestre, quoi, qui sort du sol. Donc, on est encore dans le phénomène ovni, un petit peu. Et à un moment donné, quand on regarde dans la cérémonie, on a un drapeau où c'est marqué, alors en anglais, on appelle ça J-Day, le jour G, comme le jour J. Nous, en France, en français, on dit le jour J. Les Anglais, ils disent le jour G. Et là-dedans, on retrouverait le G de l'étoile franc-maçonne. Il y aura une symbolique franc-maçonne là-dedans. Et enfin, il y a un petit truc qui a un peu choqué certains internautes quand on fait des recherches. C'est le réceptacle de la flamme olympique qui était un ovni, qui formait apparemment un ovni et ça en a interloqué plus d'un apparemment. Mais c'est vrai que à partir des années 2000, le phénomène ovni a commencé à prendre de l'ampleur. Donc c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Je vais revenir un petit peu plus récent, 2012. Je sais pas si vous avez suivi les JO de Londres. Moi, je les avais suivis. C'était en plein été. C'était les Jeux Olympiques d'été. Donc, cérémonie d'ouverture. Alors là, on est plus dans la mythologie et la géométrie sacrée. Donc, on célèbre l'Angleterre mythique et antique, avec ensuite un tableau sur la révolution industrielle jusqu'au temps moderne. Là, on a vraiment un tableau chronologique de l'histoire d'Angleterre. Alors évidemment, qui dit l'Angleterre dit symbole sur le côté occulte de la Grande-Bretagne. Et cette année-là, ils se sont concentrés sur Glastonbury. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un site sacré avec des collines vertes à niveau. C'est là qu'ont lieu les plus belles apparitions de Crop Circle. Par exemple. Stonehenge ou non, c'est pas Stonehenge. C'est dans la même lignée. C'est parce qu'en Angleterre, il y a plein de sites symboles qui ont un certain alignement. Et justement, pour le spectacle de ces jeux-là, ils ont joué là-dessus. D'accord. Ils ont recréé un décor, bon, forcément miniaturisé. Donc, sur Glastonbury, le site sacré, donc ils ont joué sur la géométrie sacrée et les alignements mégalithiques, etc. D'accord. Donc déjà, on est un peu plus dans l'occulte, la magie, les énergies. Et on a le tableau après sur la révolution industrielle, qui lui, évidemment, symbolise les débuts du complexe militaro-industriel. Donc pour les initiés, on sait ce que ça veut dire. De toute façon, on vous met en annexe de cette vidéo, on vous met toujours des liens pour vous en sachiez plus. C'est en lien avec les programmes spatiaux secrets, hein, voilà. Oui, aussi. C'était officiellement la naissance de la machinerie, des technologies. Après, on a une allusion aux sociétés secrètes avec le complexe militaro-industriel, forcément. L'élite qui gouverne le peuple, donc les Illuminati. Donc là, on est un peu plus dans l'ésotérisme. Ouais, tu vas me faire peur, Cindy, ne me regarde pas comme ça. Non. Là, par contre, à un moment donné, il y a un tableau. C'est une séquence avec des enfants. On a des adultes d'un côté, des enfants qui viennent. Et ça symbolise le contrôle mental sur les enfants et un peu les réseaux pédophiles occultes. Et apparemment, il y avait une musique un peu qui jouait sur L'Exorciste. Je ne sais pas si vous connaissez le film. Oui. Connu ce film. Oui. Donc voilà. Donc plus on avançait dans le temps, dans les jeux modernes, plus c'était sombre. Et aujourd'hui, on ne sait pas trop pourquoi, on a un revirement avec les Jeux Olympiques de Corée du Sud à Pyeongchang, où les Jeux Olympiques ne célèbrent pas le négatif, mais le positif, car ils se veulent symbole de paix. Voilà, on a un revirement de situation. Alors, je vais commencer d'abord pour parler de ces Jeux Olympiques de 2018 je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ça a fait un petit peu le buzz sur Internet. Il y a une petite polémique qui circule sur les symboles des pulls de l'équipe de ski alpin qui représentent une rune celtique. Alors, on ne sait pas pourquoi ça fait un tollé, mais bon, pour une fois qu'il y a un symbole positif, on s'aperçoit qu'on veut le censurer, donc voilà.
Je vous le montre à Donc, l'écran, voilà. voilà, donc ça c'est le pull. Donc vous voyez qu'il y a des flèches qui vont vers le haut et il y en a une qui est différente, un petit peu vers le centre. C'est la rune qui est assez polémiquée, enfin au niveau des autorités olympiques, on va dire, parce qu'apparemment il n'y a que ça gêne. Donc cette rune, c'est la rune de tir, on l'appelle la rune de tir. C'est une rune qui à la base est un symbole emprunté à la mythologie nordique. Donc les runes nordiques, ce sont les lettres de l'alphabet des anciennes langues germaniques. Donc c'est positif, hein, il n'y a rien de négatif, on ne voit pas pourquoi ils censurent ça. Soit disons que c'est une rune qui a été recyclée par les nazis parce qu'ils l'ont remaniée, enfin bon, c'est pas trop. C'est des outils de divination aussi, les runes, on les utilise Oui, aujourd'hui pour la aussi divination. pour ça. Voilà, donc ça gêne peut-être leur rituel. Voilà. Donc la rune de tir, je voudrais faire un lien justement avec mon sujet de l'autre fois sur les anciennes civilisations et la censure archéologique. Cette rune de tir a fait partie d'un ensemble de runes qui a été découvert en France dans la grotte de Glosel. Alors c'est une découverte archéologique qui a été censurée par les institutions officielles et les médias parce qu'ils ont découvert dans cette grotte-là tout un système d'écriture runique. Voilà, pourtant dans le monde de l'archéologie, c'était assez, comment dire, c'était une grande découverte. Ils voulaient en parler, mais on a voulu censurer cela. Pour une fois qu'il y a quelque chose de positif, voilà. Donc pour finir sur quelque chose de plus positif, donc on a les JO de Pyeongchang qui sont symboles de paix. Alors pourquoi? Parce que déjà politiquement, c'est la fameuse réunification de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. On en a suffisamment entendu parler dans les infos. Donc ça rend officielle cette réconciliation géographique et politique. Et en plus aussi humainement et dans le sport parce que les athlètes nord-coréens et sud-coréens ont défilé ensemble pour la cérémonie. Parmi les tribunes, sur la même tribune, on avait les dirigeants de la Corée du Nord et ceux de la Corée du Sud, si je ne me trompe pas. Et en plus, dans le spectacle, on avait des symboles de paix, évidemment. Donc la colombe, qu'on a retrouvée à un moment donné. On a aussi une cloche qui porte un certain nom et qui, elle, symbolise la paix, évidemment. Bon, je vous passe aussi les spectacles sur la culture japonaise, enfin pas japonaise, mais coréenne, etc. Bon, on a aussi les fameux discours qui sont prononcés à chaque fois, mais très axés sur la paix. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour former une équipe de hockey sur glace, en fait, c'est une équipe mixte entre des athlètes de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. C'est la première fois qu'il y a deux pays qui s'assemblent pour former la même équipe. Ouais, c'est un beau symbole. Ouais, c'est un beau symbole, je trouve. Donc voilà, c'est une boucle un peu bouclée, quoi. Enfin, on revient un petit peu au vrai sens des jeux, donc la paix et le positif. Et pour Voilà, toi, parce que qu'est-ce que ça marque pour toi au niveau géopolitique et qu'est-ce que tu détectes en filigrane de ces JO? ah bah ça, il y a toujours une pub pour les dirigeants. Mais je trouve que ça sert aussi à rassurer les gens qui avaient peur d'une attaque nucléaire ou d'une guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ouais. Donc je pense que ça sert à faire taire pas mal de rumeurs. Donc puis je trouve ça beau qu'on mette l'accent sur la paix justement. Mais justement, est-ce que c'est pas surprenant venant d'une organisation comme parce qu'on sait quand même ce que sont les JO, surtout que récemment ils ont quand même titillé les athlètes russes. Enfin, il y a eu des problèmes avec la Russie. Oui, ils ont Est-ce que c'est voulu pas que les athlètes russes Moi, je trouve n'assistent ça, pas à je leurs trouve ça JO. intéressant. Je trouve ça intéressant de voir que d'un seul coup, ils se mettent à parler de paix. Moi, c'est vrai que j'ai regardé la cérémonie d'ouverture, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de positif qui s'en dégageait. Alors, c'est intéressant parce que est-ce que ça marque un basculement géopolitique mondial? Est-ce que, voilà, à quoi on doit s'attendre avec cette, ces cérémonies? Je trouve que symboliquement, c'est intéressant de voir ça. C'est vrai que symboliquement, c'est intéressant. C'était Très bien. encore impensable il y a quelques semaines. Hein. Bah ouais, 2 mois, c'était. Enfin, si quelqu'un avait prononcé ce scénario, on l'aurait ri au nez. Moi, je dis on, c'est les médias, etc. Ouais, parce que d'ailleurs, on a vu dans la foulée que là, le président de Corée du Sud tendait la main à Kim Jong-un en lui disant qu'il voulait vraiment dialoguer avec la Corée du Nord. Enfin, bon, après, avec eux, il faut se méfier parce que, comme on le sait tous, la Corée du Nord est un faux ennemi, un faux ennemi
de l'État profond américain, hein, tout simplement. Donc, et j'ai vu que les États-Unis n'étaient absolument pas contents officiellement des négociations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Apparemment, ils ne sont pas du tout contents de ce rapprochement. Il y a même eu des articles dans la presse mainstream qui disaient que voilà, ils étaient assez froids sur cette idée de rapprochement. Donc, donc c'est étonnant. Et il y a même eu, alors, excuse-moi de te couper, j'ai pas vraiment approfondi le sujet, mais j'ai cru voir des news qui expliquaient qu'il y avait des mouvements militaires dans cette zone-là, et au niveau de la au niveau de la Corée du Sud, et que les Russes étaient particulièrement inquiets et qui considéraient que c'était accessoirement aussi une façon d'encercler la Russie et la Chine. Je sais pas si tu as vu la news passer. Non, moi j'ai vu qu'il y avait eu des manifestations pendant les JO et que c'était fomenté par les États-Unis. Apparemment, il y avait des groupes américains, des groupes, je sais plus, il y avait des groupes israéliens officiellement qui manifestaient devant l'endroit où il y a les JO. Ils manifestaient. Voilà. Donc, Il y a une grande sécurité de toute façon pendant les JO, mais c'est vrai que c'est passé dans certains médias qu'il y avait des manifs. Donc, c'est pas anodin que des Israéliens et des Américains viennent manifester ce genre d'événement. Bah, j'ai vu aussi les plans qui étaient utilisés. Enfin, ils étaient vraiment pas très nombreux, hein. Mais c'est pareil, à chaque fois sur les médias, ça utilise des plans pour te faire croire qu'ils sont des centaines et des centaines, alors que c'est vraiment peu nombreux. Enfin bon, rien qu'au niveau de la mise en scène, ça pue la manipulation également. Ouais. Bien, je vous propose de passer au sujet suivant parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Cindy. De rien. J'ai appris plein de choses encore. Donc on va passer à l'actualité européenne. Je vous laisse. On va commencer par le Brexit. Je vais être en duo avec Jonathan sur ce sujet. Donc oui, là en ce moment, on voit qu'on est aussi au niveau européen, il se passe beaucoup de choses, puisque évidemment, l'Europe, c'est aussi un des fiefs de la cabale, de l'État profond américain qui a la main évidemment sur une partie de l'Europe. Et donc on voit des tensions tant au niveau on voit des nationalismes monter déjà dans un premier temps. Et donc on voit des pays aussi qui commencent à être dissidents de l'Union européenne. Et on a le Brexit en ce moment, qui est toujours d'actualité. Alors là, la Commission européenne, en ce moment, s'inquiète parce que, évidemment, elle n'est pas très, très contente a priori, je dis bien a priori, du Brexit. Et donc, elle a imaginé des sanctions en cas de défaut de coopération, ce qui a d'ailleurs outragé les conservateurs britanniques. Et donc, le 7 février, les négociations sur le Brexit se sont subitement tendues suite à l'apparition dans la presse anglaise d'un document de 5 pages concernant la période de transition qui permettra au Royaume-Uni d'organiser sa sortie de l'UE, rédigé donc par l'Union européenne. Et donc, ce texte, qu'est-ce qu'il évoque ? Il évoque un certain nombre de sanctions quand même très contraignantes pour le Royaume-Uni s'il prenait des décisions portant atteinte au principe de coopération sincère avec l'Europe. Alors, c'est très flou, on ne sait pas ce qu'ils attendent derrière. C'est assez flou. Et donc, ces sanctions, ça serait notamment excusez-moi, je cherche mes mots, ça serait une contrainte pour empêcher la Grande-Bretagne de négocier des accords commerciaux avec des pays hors de l'Union européenne et d'accorder des subventions à certaines industries ou de réduction d'impôts à certains secteurs économiques. Si Londres ne devait pas se conformer à ces obligations, Bruxelles envisage notamment d'annuler des vols commerciaux ou d'imposer le paiement de droits d'atterrissage. Donc, c'est pas rien. Et l'UE s'autoriserait en outre à suspendre l'accès au marché unique et à imposer des droits de douane aux produits venant du Royaume-Uni pendant la période de transition. Donc voilà, c'est clairement un couteau mis sous la gorge. Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal à décrypter ce qu'il y a derrière le Brexit parce que on sait ce qu'est l'Angleterre, c'est quand même un peu le fief de la cabale. On est tous liés d'une manière ou d'une autre, comme vous le savez, à la couronne d'Angleterre. Donc moi, j'ai un peu du mal à décrypter pour le moment ce qu'il en est réellement. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai un peu enquêté sur le profil de Theresa May, qui est actuellement la première ministre. Et d'où elle vient, cette Theresa May ? C'est quand même une personne qui a travaillé pour la Banque d'Angleterre, puis qui a été consultante financière. Son mari est un banquier d'affaires. Elle avait un père qui était prêtre anglican et qui appartient à l'Église d'Angleterre. Donc, à mon avis, il y a une certaine lignée familiale. Et elle a été décorée même par l'Arabie Saoudite. Ça, c'est intéressant de savoir ça. C'est pas anodin. Voilà, donc Theresa May, pour moi, c'est clairement un agent de l'État profond anglais
et donc certainement de la faction de la couronne d'Angleterre. Hein. Donc voilà, c'est quand même Elle a intéressant. aussi, excuse-moi de te couper, elle a aussi des liens assez profonds avec le sionisme en Israël. Elle a fait Ouais. un voyage en Israël en 2014. Elle a fait plusieurs allocutions en rapport avec des associations et des fondations liées à Israël. Elle a, fin 2016, je crois qu'elle a salué, je cite, l'excellent niveau de coopération entre son pays et l'État d'Israël. Voilà, moult déclarations qui amènent à penser qu'effectivement, il y a un lien profond quand même. Oui, voilà, c'est un personnage intéressant, je pense, hein, qui est clairement membre, membre de l'État profond, hein, ça c'est certain. D'ailleurs, George Soros, hein, qu'on ne présente plus, a annoncé récemment il joue les oiseaux de mauvais augure en disant qu'il pensait qu'elle n'allait pas faire long feu en tant que Premier ministre et qu'elle risquait d'être remplacée. Bon, d'où il sort ça, on ne sait pas, mais voilà ses pronostics. Et donc en parlant de George Soros, parce que lui aussi intervient dans le Brexit, hein, enfin, c'est un fervent anti-Brexit, qu'est-ce qu'il a fait ce cher monsieur Soros récemment? Eh bien, il a donné 400 000 livres, donc environ 450 000 euros, à un mouvement anti-Brexit. C'est une association en fait qui s'appelle Best for Britain et qui milite pour la tenue d'un second référendum au Royaume-Uni et pour une annulation de la procédure de sortie de l'Angleterre de l'UE. Donc voilà, donc il a récemment interpellé encore sur le risque du Brexit, sur l'ombre des nationalismes qui allaient détruire l'Europe, évidemment en faisant référence à la vilaine Russie nationaliste. Hein. Donc ce monsieur Soros, visiblement, n'est pas très content de ce Brexit et on peut bien comprendre pourquoi, vu les intérêts qu'il représente et les vies qu'il représente. Voilà pour... Et ouais, je crois qu'il a fait même deux dons. Il en a fait un de 400 400 000 000 livres, et quelque 100 chose comme 000. ça. Il en a fait un deuxième encore plus récemment de 100 000, un truc comme ça. Tout à fait, tout à fait. D'accord, il en a Et fait deux. Donc si ce type intervient, c'est que non seulement il est missionné, parce il y a des têtes, c'est les têtes Rothschild derrière Soros, et s'il vient, c'est il y a un intérêt et un risque. voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, Macron, qui a été interviewé sur la BBC récemment, donc quand il a été questionné sur le Brexit, il a reconnu que s'il avait fait un référendum, eh ben, il y aurait eu bonne chance que les Français votent pour une sortie de l'euro, quoi. Donc, voilà, hein, voilà pourquoi on n'a pas le droit à un référendum en France, hein, vous l'aurez bien compris. Alors, Voilà. je termine juste sur l'aspect du Brexit. J'ai vu que Cameron, alors il était en PLS là, depuis sa défaite, le changement de gouvernement, comment ça s'appelle? Il militait également pour un deuxième référendum. Ah oui? Ah Ouais. ça, j'ai pas vu passer l'info, ouais, d'accord. Ouais, c'était il y a quelques semaines. Il est sorti de sa tombe comme ça, et puis il appelait ouvertement, de son cœur, un nouveau référendum. Et Donc ça commence à pousser. c'est difficile de décrypter. Est-ce que c'est une partie de l'élite mondialiste qui anticipe parce que je pense qu'ils savent qu'à un moment donné l'Europe là, elle est au bord de l'explosion. Est-ce qu'ils anticipent? Est-ce qu'ils essayent de tirer leur carte du jeu? Moi, j'avoue que j'ai un peu du mal pour le moment à décrypter réellement ce qui se passe. C'est difficile de dire. Voilà pour le moment. Voilà. Ah ouais, il y a aussi une actualité importante en Allemagne. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, là récemment, il y avait des élections législatives. Merkel s'est retrouvée en grande difficulté parce que ça fait en fait 4 mois qu'il n'y avait pas de gouvernement de coalition, il n'y avait pas de majorité. Et donc là, ils viennent juste de conclure un accord, là, son parti, le CDU, vient de conclure un accord avec les sociodémocrates, le parti de Martin Schulz, hein, qui est pro-européen à fond les ballons. Et donc, en fait, elle a été obligée même de céder des gouvernements, des ministères régaliens au SPD, hein, notamment les affaires étrangères et les finances. C'est pas rien quand même. Hein. Donc là, elle est clairement en difficulté et c'est un désaveu quand même pour elle. Hein. C'est un gros désaveu. Et en même temps, ça reflète une crainte de voir le parti de l'AfD, donc un parti nationaliste anti-immigration, monter. En fait, on a exactement la même configuration et le même jeu politique qu'en France, avec deux grands partis sociodémocrates et libéraux, et au milieu, un parti nationaliste qui fait des gros scores. Hein. On se retrouve exactement avec le même scénario qu'en France, qui évidemment, on sait, un jeu d'acteurs et enfin voilà, qui est un jeu d'échiquier. Hein. On sait très bien que c'est manipulé. Voilà, donc Madame Merkel, quand même, en difficulté, ça c'est plutôt bon signe. Et ça Et, s'inscrit aussi. Oui.
Vas-y, continue. Et oui, je précise quand même que ça s'inscrit dans un contexte de politique économique et immigrationniste désastreuse en Allemagne. Là, on voit clairement les premiers signes d'un ras-le-bol de la population. Et il y a quand même un fort taux de chômage, hein, parce qu'on vante l'Allemagne florissante, etc. Pas du tout. Il y a énormément de gens en contrat précaire et au chômage, avec en plus des indemnités désastreuses. Donc voilà, hein, c'est clairement un moment difficile pour l'Allemagne en ce moment et surtout pour Merkel. Bah, certes, ils font beaucoup d'excédents budgétaires par an, d'excédents commerciaux, pardon, ça c'est certain, mais le problème c'est que c'est à quel prix? À un niveau humain, ils le payent très cher. Ils ont un SMIC horaire, je crois, entre 7 et 8 euros. En France, nous, on est à 12 euros. Donc il y a une précarité, elle est affreuse en Allemagne, hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, bah, j'en profite pour parler aussi de sa rencontre avec Macron, la récente, c'était quand la semaine dernière, où comme par hasard, ils ont fait appel, ils voulaient fêter le 55e anniversaire du traité de l'Élysée, en fait, qui avait été conclu entre De Gaulle et Adenauer. En gros, c'est pour relancer la machine Europe, hein, parce qu'ils sentent bien que c'est en train de s'écrouler. Donc, en fait, ils ont rédigé ce traité avec plusieurs élus, dont Marielle de Sarney d'ailleurs, qui est une fervente européenne. Et alors, qu'est-ce qu'ils disent, traité? Ils disent l'Europe unie et l'amitié franco-allemande doivent être mieux perceptibles au quotidien par l'ensemble des citoyens. Bon, voilà, c'est pas très très clair, mais je rappelle que Macron avait proposé de déployer une armée européenne récemment, un ministre européen des Finances et une politique migratoire commune, hein. Donc on voit bien qu'ils essayent de sauver la dictature européenne et de la renforcer surtout. De la renforcer parce qu'ils voient que les peuples européens sont en train de rejeter complètement l'Europe, hein. On voit la Grèce, on voit la France, on voit l'Italie, enfin tous les pays qui pâtissent en fait de la politique européenne sont clairement en train de la rejeter, hein. On voit aussi la Pologne, la Hongrie, enfin voilà, il y a des pays dissidents. Donc voilà pour l'actualité. Et je crois d'ailleurs, excuse-moi de te couper, que Macron, il a récemment, il avait fait une proposition pour une liste transnationale pour les élections européennes. Là, c'est tout récemment. Et ça a été refusé d'ailleurs. Ah oui, ah ça, Ouais, ouais, ouais. ouais. Parce qu'il voulait une liste, voilà. Et ça a été débouté, la demande. Donc D'accord. c'est même au sein même de l'oligarchie de l'Union européenne, tu vois, au niveau des technocrates. Bon, après, je ne sais pas exactement quelle, euh, quelle interprétation donner à ça, mais en tout cas, on peut voir qu'il y a des voix dissidentes, quoi. C'est Bah, pas même au niveau totalement européiste, même au sein des technocrates. Bah, on sent bien qu'il y a une espèce de scission parce que tu vois, même au niveau de la politique vis-à-vis de la Russie, parce que il ne faut pas oublier que l'Europe, elle est quand même dépendante de la Russie pour notamment l'énergie, hein, pour le gaz. Et il y a eu des déclarations quand même récentes et du ministre des Affaires étrangères allemand et de Charles Michel, donc, qui est Premier ministre de Belgique, qui tous les deux appellent quand même à un consensus avec la Russie. Ils sont pour la négociation et qui même dénoncent la politique américaine en termes d'armement nucléaire, hein. Donc c'est quand même intéressant de noter ça, hein. Voilà, donc en effet, je pense qu'il se passe quelque chose au sein de l'élite européenne. Il y en a qui commencent un peu à tourner leur veste gentiment. Donc c'est plutôt bon signe ça aussi. Voilà pour l'Allemagne et le duo France-Allemagne au secours de l'Europe. Je vous laisse Alors, continuer. il y a un dernier petit détail pour l'Allemagne pour montrer que les voix dissidentes grandissent et que le pouvoir socialiste, on va généraliser comme ça, le pouvoir socialiste allemand s'effrite. Il y a une délégation de députés allemands qui est arrivée samedi dernier en visite officielle en Crimée. En fait, c'est des députés de partis de droite. Bon, là-bas, ils les appellent d'extrême droite, mais c'est de droite. L'AfD, l'Alternative pour l'Allemagne, et qui ont séjourné du 3 au 9 février. Donc cette visite a provoqué l'ire de Kiev, mais Yuri Gempel, vice-président de la Commission des relations internationales du Parlement criméen et chef de l'autonomie culturelle ethnique allemande, a déclaré que l'Ukraine serait incapable, et là c'est assez fort c'est assez symbolique, a déclaré que l'Ukraine serait incapable de rompre les liens se tissant entre la Crimée et les représentants allemands. Voilà, un détail supplémentaire. Ouais, c'est intéressant. Enfin, voilà, il y a des choses qui se passent un peu partout et l'Allemagne, c'est vrai que c'est quand même le cœur de la dictature européenne, hein. On sait que Merkel, c'est la cheftaine des chefs d'État des Européens et voilà, hein, c'est très bien que c'est elle qui dirige un peu ça d'une main de fer.
Dans la complosphère, il est dit que Merkel serait la petite fille d'Adolf Hitler. Vous y croyez, vous, à ça? Je pense qu'il y a de bonnes chances que oui. J'avais même lu des articles, enfin un article sur égalité-réconciliation qui expliquait qu'en fait elle avait menti sur son pays de naissance et sur sa date de naissance. Parce qu'apparemment elle est née en Pologne. Et en Pologne, ils s'étaient même félicités. Apparemment, les Polonaises se vantaient un petit peu qu'elle était née sur leur sol. Donc déjà, pourquoi elle ment sur son lieu de naissance? C'est quand même bizarre. Puis on se rend compte qu'elle a vécu aux États-Unis, qu'elle a été un peu adoptée par des gens de sa famille. Enfin, il y a des zones obscures en effet sur ses origines. Hein. Et puis il y a quelque chose dans la tronche aussi un petit peu. Voilà. Personne lui a demandé son certificat de naissance par hasard? Comment? Personne ne lui a demandé son certificat de naissance. Tiens, à un moment, on avait demandé à Barack Obama de montrer enfin, pour prouver qu'il était né sur le territoire des États-Unis. Et donc voilà, je me posais la question par rapport à elle. Est-ce qu'un certificat de naissance avec le nom de ses parents, ça pourrait être intéressant? Tu sais, il bidouille. Hein. On sait qu'Obama, il a bidouillé son certificat. Hein. C'est très bien. D'ailleurs, c'était Trump qui avait fait un tollé, je crois, à l'époque. C'était il y a 3 ans, peut-être 4, qui demandait justement son certificat de naissance et qu'il était prêt à donner, je crois, $1 million s'il était capable de prouver qu'il était vraiment américain, il était prêt à donner $1 million. Je crois que c'était lui. Hein. Et d'ailleurs, je vais digresser un petit peu, mais vous savez que par exemple, comment il s'appelle au Canada, Trudeau, Justin Trudeau, en fait, moi j'ai fait ma petite enquête et je pense que la théorie comme quoi il est le fils de Fidel Castro se tient tout à fait compte tenu de ce il a été quand même se recueillir le jour du décès de Fidel Castro, il a été se recueillir, il a prononcé un discours. Quand on enquête sur qui sont ses parents, il y a de très gros liens avec Cuba. En fait, son père était aussi Premier ministre, je crois, dans les années 70 et entretenait des relations avec Cuba. C'est très intéressant. Hein. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de chefs d'État aujourd'hui qui ont des liens de parenté qu'on ne soupçonnerait pas. Et évidemment, c'est logique quand on sait ce qu'on sait et quand on sait un peu qui est l'élite mondialiste. Voilà, on sait que. En fait, c'était un petit peu l'habitude qu'avaient les familles royales à l'époque de croiser le Voilà. sang entre les différentes nations et ça restait entre toujours les mêmes familles. Donc, c'est le même principe, sauf qu'aujourd'hui, ils sont devenus un peu plus discrets par rapport à ça. Ouais, mais vous verrez, c'est frappant si on regarde les photos de Fidel Castro jeune et si on regarde les photos de Fidel Castro, de Justin Trudeau, vous verrez quand même qu'il y a des très très grosses ressemblances physiques au niveau du visage. C'est frappant, hein, c'est vraiment frappant. Donc voilà, hein, on n'a pas la preuve formelle, mais moi j'y crois. Hein, je crois vraiment qu'il y a des. D'après Cobra et Fulford, il y aurait des liens de sang, effectivement. Alors, ça dépend de la version, mais Il avait dit qu'il n'était pas certain, mais que c'était possible. il y a des rumeurs en fait qui disent que ce serait sa nièce, pas sa fille, mais sa nièce. Mais bon, pas grand-chose au final. D'accord. Enfin voilà pour l'Allemagne. Je te laisse continuer, Jonathan. Ouais, on peut noter aussi une actu au niveau de la Pologne, où le président polonais en fait a signé une loi sur l'Holocauste pour défendre la Pologne contre ceux qui l'assimilent justement au crime nazi. Et en fait, cet acte, il prévoit 3 ans de prison pour ceux qui accusent la nation polonaise d'avoir participé au crime commis par le Troisième Reich allemand. Pour défendre le pays sur l'échiquier mondial et préserver son statut, il a été décidé d'éliminer l'expression, entre guillemets, camp de la mort polonais, utilisée par les médias et les hommes politiques pour parler d'installations faites par les Allemands en Pologne occupée. D'après le chef de l'État polonais, cette loi préserve les intérêts de la Pologne, sa dignité et la vérité historique. D'après, si je le prononce bien, Lelo Pizeski, président de l'Union communauté juive en Pologne, je le cite, « On sait très bien qu'il n'y avait pas de camp de concentration polonais. Il ne s'agissait en fait que des camps de la mort allemands nazis sur le territoire polonais. Seuls des idiots ignorants complètement l'histoire pourraient parler des camps de mort polonais. » Donc c'est assez intéressant parce que c'est un... Comment expliquer ça ? Sans forcément parler du fond de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même une affaire contemporaine qui nécessite, comment dire, une injonction auprès des peuples. C'est-à-dire c'est une pression, c'est un sort de taser idéologique et de taser même culturel qui maintient une pression constante sur les populations d'Europe. Alors, certains pays plus que d'autres, et qui
qui permet en fait de mettre sous une chape de plomb toute force contestataire. Si à un moment il y a une force un peu réactionnaire, contestataire, etc., on fait des liens très rapides intellectuels, entre guillemets intellectuels, qui les amènent directement à une forme de réduction au nazisme. Et cette loi participait en fait, apparemment pour les Polonais, à participer à ceci. Donc c'est une forme symbolique de libération de cette pression-là. Et on a vu qu'Israël a monté au créneau et a fait des déclarations tonitruantes en condamnant la Pologne, etc. Voilà. Et ça aussi, c'est représentant en fait. Ça représente également cette symbolique-là qu'on parlait depuis tout à l'heure, un affrontement entre l'Est et l'Ouest, une politique plus orientée vers l'Est et vers les BRICS, surtout vers la Russie au niveau de la Pologne, et l'Ouest qui est une politique plus atlantiste et plus orientée pro-Israël. Bien sûr, en sous-jacent, l'Ouest c'est plus contrôlé par des familles occultes, des familles noires, et l'Est par des familles blanches. On va le formuler comme ça. Allô ? Oui. Voilà, en gros. Ok. Je suis que moyennement convaincu par ces choses-là. La Pologne, c'est un pays que je connais pas mal. Et si tu écoutes les Polonais aujourd'hui, le pouvoir polonais, il est beaucoup encore entre les mains de personnalités d'origine juive. La Pologne, pour rappel, dans l'histoire, c'était là qu'était implantée la plus grosse communauté juive avant les guerres. Hein. Donc il y a eu bien sûr les massacres de la Seconde Guerre mondiale, mais une bonne partie de l'élite polonaise aujourd'hui est encore d'origine juive et ils ont changé leur nom pour les rendre un petit peu moins judaïques. Mais voilà, donc quand on parle on veut opposer la Pologne avec l'État juif, moi j'ai encore l'impression que c'est toujours pareil, il y a un marionnettiste qui joue à se faire confronter les deux marionnettes, mais c'est la même personne qui est derrière. Voilà, c'est pour ça que je suis moyennement convaincu par. Oui et non, parce que la Pologne, en fait, ils ont vraiment le cul entre deux chaises, quoi. Ils se prennent le vent des deux côtés et ils sont vraiment sur une ligne de fracture géopolitique. Donc c'est très délicat. Et c'est vrai qu'on a vu ces dernières années où ils ont pris des positions. Parfois, c'était du 180 en espace de quelques semaines. On voit notamment par rapport à l'Europe. Leur position, elle est à 180 degrés, notamment par rapport à l'Europe. C'est un petit peu le mauvais élève. L'Europe, la Russie, sur plein de sujets. Mais ces derniers mois, depuis un an et surtout depuis après l'été, là, depuis la rentrée de septembre, ça prend de plus en plus une orientation vers l'Est, hein, très clairement. Ok. Alors, tu voulais nous parler de l'Ukraine également ? Oui, c'est moi qui vais en parler. Je travaille beaucoup ce soir. Oui, alors sinon, on a un autre conflit qui cristallise les tensions entre évidemment les États-Unis et leurs alliés et la Russie. Donc c'est l'Ukraine. Et là, donc récemment, on a eu une remontée des tensions, en tout cas une crainte d'une nouvelle offensive ukrainienne autour du naufrage des accords de Minsk qui ont été signés quand même il y a 3 ans. Et on voit bien que depuis 3 ans, la situation ne s'améliore pas. Et en fait, de l'aveu même du général Viktor Mouzenko, qui est le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, il y a une offensive générale visant à reprendre le Donbass qui est en cours de préparation. La description et l'analyse de documents et d'ordres émanant de l'état-major général ukrainien permettent, à travers l'ordre de bataille décrit, de dessiner le schéma du dernier fantasme ukrainien. Cette offensive, qui est la 3e phase de la reprise des hostilités occidentales en Ukraine, qui ont commencé avec l'autorisation de livrer des armes à l'Ukraine, puis le vote de la loi de réintégration du Donbass par la force, se voudra être une blitzkrieg, donc une guerre éclair, qui cherchera à verrouiller le Donbass en moins d'1 mois. Donc là, on voit vraiment qu'ils veulent faire exploser les tensions. C'est leur dernière trouvaille, c'est l'Ukraine, quoi, hein. Après la Syrie, c'est l'Ukraine. Pour cette dernière opération, Kiev veut attaquer toute la ligne de front depuis Lugansk au nord jusqu'à Novo-Azovsk au sud, articulant ses forces en 4 groupes d'assaut blindés importants et renforcés. D'ailleurs, en ce sens, c'est intéressant de noter ça, de voir l'implication de l'État profond américain, parce qu'il y a eu des déclarations en fait du directeur du renseignement national américain, Dan Coats, qui dit, je cite, « Le risque de troubles politiques internes persiste en Ukraine. Le mécontentement national face au rythme des réformes, un faible niveau de vie
le sentiment de la corruption croissante et la polarisation politique à l'approche des élections présidentielles et parlementaires prévues en 2019 pourraient déboucher sur la tenue d'élections anticipées, a indiqué M. Coates, qui participe aux audiences au sein de la commission du renseignement du Sénat américain. C'est quand même énorme. On a un chef du renseignement américain qui vient s'occuper quand même des élections présidentielles en Ukraine. C'est quand même surprenant, hein, vous noterez ça. Et de par ailleurs… on n'évoquait pas la dernière fois le fait que la femme de l'ancien président ukrainien ou je ne sais quoi sortait de la CIA. Enfin, je ne sais plus, on évoquait ce point-là dans un décodage précédent. Il y avait des liens de ça entre la CIA justement et le pouvoir ukrainien. De toute façon, on sait que c'est la mafia khazarienne qui tient l'Ukraine. Hein, c'est ça, il y avait aussi des fils et des filles de politiques qui étaient envoyés là-bas officieusement et qui occupaient des postes. D'ailleurs, oui, autre point important à noter pour voir en filigrane cette ingérence-là et cette mainmise de l'État profond américain, il y a des agents de la mission de conseil de l'Union européenne sur la réforme du secteur de la sécurité civile en Ukraine, donc ça s'appelle l'EUAM, qui demande aux structures d'État ukrainiennes le plein accès aux documents intérieurs. Ça aussi, c'est intéressant. On demande donc des puissances étrangères demandent l'accès aux documents de l'Ukraine, c'est des documents de renseignement. C'est quand même assez énorme. Si la Russie avait fait ça, je ne vous raconte pas la réaction de la communauté internationale. Si la Russie avait demandé à l'Ukraine des documents, je ne sais pas comment on aurait réagi. Ça aurait été la Troisième Guerre mondiale, si ce ne l'est pas déjà. Alors, si on parlera peut-être un jour de l'OPPT dans nos émissions, mais peut-être que l'Ukraine est justement une filiale des États-Unis, donc ils sont peut-être tout à fait légitimes énergétiquement pour pouvoir leur demander ça. Alors, quand on dit les États-Unis, il faut préciser, c'est la mafia khazariane, donc qui est une partie qui est un clan de la Kabbale. La corporation des États-Unis. Voilà, la corporation États-Unis et qui a son fief donc historiquement en Ukraine. Si ceux qui s'intéressent à l'histoire de la mafia khazare, allez vous renseigner sur comment s'est construit la mafia khazare et son origine historique et géographique. C'est intéressant. Et comment ils ont infiltré beaucoup d'États, de pouvoirs. C'est très intéressant. D'ailleurs, Fulford, quoi qu'on pense de Fulford, avait évoqué là récemment un rapatriement, je crois, d'une partie de la mafia khazariane en Ukraine, là, vu qu'ils se sentent menacés. Il y a une partie apparemment qui souhaiterait se réfugier en Ukraine. Et d'ailleurs, on peut aussi noter l'anecdote de l'expulsion de Saakashvili, donc, qui était l'ancien président géorgien qui était aussi gouverneur du territoire d'Odessa en Ukraine, donc a priori positionné là par cette élite, qui a été expulsée là manu militari en Pologne, qui récemment avait tenté de se suicider, s'était filmé en vidéo, alors je ne sais plus où c'était, si c'était en Ukraine, il était rentré dans une ambassade et il avait menacé de se suicider. Voilà, donc c'est intéressant. Est-ce qu'il a retourné sa veste? Qu'est-ce qui se passe avec ce personnage? Je ne sais pas. Mais visiblement, maintenant, il est persona non grata en Ukraine. Voilà, donc c'est intéressant quand même aussi de noter ça. Donc voilà, ce conflit ukrainien, on voit bien que c'est un moyen de faire monter les tensions avec la Russie, autour de l'annexion de la Crimée, qui est plutôt russophile et russophone. Et c'est encore des tentatives désespérées de la Kabbale d'essayer d'agiter les tensions partout dans le monde, on voit bien. Voilà. Et puis là, c'est vachement à prendre au sérieux parce que il y a eu un regain de militarisation de l'Ukraine, c'est-à-dire qu'en fait, c'était en décembre. Je crois que c'était fin décembre, juste un peu avant Noël. Les États-Unis avaient décidé d'envoyer des nouvelles armes en Ukraine. Et le problème, c'est que là, cette fois-ci, c'était des armes létales. C'était pas les vieux coucous qu'ils avaient envoyés il y a quelques années. Enfin, c'était du matos obsolète, etc. Ils envoyaient vraiment. C'était des miettes, quoi. Ouais. Là, c'est une autre catégorie. Donc, effectivement, si conflit il y a, ça risque d'être assez sanglant. Ça va prendre au sérieux, quoi, cette fois-ci. C'est quel type d'armes exactement? C'est des missiles, c'est quoi? Je ne sais pas. Il faudrait que je balancerai l'article. Je vais relire ça. D'accord. Là, c'est de tête que je dis ça. C'est bon. Je savais que j'avais lu plusieurs fois. C'était des armes létales. Donc non, c'est pas des armes défensives. Voilà, en tout cas pour le conflit ukrainien. Je te laisse poursuivre, Jonathan, sur la Syrie. Ouais, il n'y a plus rien sur l'Europe. On a fini sur l'Europe, si j'ai bien compris, et on va passer sur la Syrie.
Ouais. Bah, en gros, la Syrie, là, depuis 2 semaines, c'est quand même tout feu, tout flamme. Et on voit qu'il y a des mises de position un peu comme sur un échiquier et que ça se prépare un peu à péter. Alors, comme vous le savez, je pense que vous savez que Daesh est passé de environ 70% de la prise du territoire syrien à, allez, on va être gentil, à moins d'1%. Il y a juste des petites poches qui subsistent. Malgré tout, ils sont quand même entre 8 et 10 000 encore sur le territoire syrien. Ça, c'est les chiffres officiels. Officieusement, c'est pas encore exactement. Avec une espèce de fleurissement ou de transformation, c'est-à-dire qu'il y a un passage de vases communicants entre l'organisation poreuse qu'est Daesh et les Kurdes, en fait, les Kurdes de Syrie. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mais voilà, c'était pour établir un petit peu l'état de base. Et depuis, effectivement, le 7 février, c'est même le 6 février, c'est tout feu, tout flamme. Alors, je vais faire un petit résumé vite fait. Alors, le 6 février, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait estimé que les États-Unis avaient probablement pour ambition de diviser la Syrie. Donc, effectivement, là, c'est sans conteste, c'est assez clair. Le lendemain, dans la nuit du 7 au 8 février, une attaque de la coalition dirigée par Washington, donc les États-Unis, contre des combattants pro-gouvernementaux de Damas, ont provoqué plus de 100 morts selon Washington. Le gouvernement syrien a nommé cette opération comme un crime de guerre. Ils ont même, je crois, sommé l'ONU et envoyé des courriers à l'ONU pour qualifier cet acte de crime de guerre et exhorter l'ONU à mener des enquêtes approfondies. Ensuite, un ancien djihadiste a affirmé à la presse britannique que la Turquie recrutait de nombreux membres de l'État islamique dans l'opération toute récente, qui se mène depuis le 20 janvier, je crois, qui se nomme Rameau d'Olivier, qui a pour objectif de débouter les Kurdes syriens de différentes localités, surtout d'Afrine. Confirmant des déclarations précédentes des combattants kurdes qui disaient exactement la même chose, que les Turcs en fait recrutaient parmi Daesh, ce qui est un comble puisque le parti de l'Union démocrate, PYD, qui est lié aussi aux Kurdes, c'est des factions voisines, ont fait une amnistie de 120 émirs de Daesh. Donc c'est des cadres de Daesh et ils les ont incorporés à ces milices. Tout ça, c'est de là, c'est des milices entraînées par la CIA. C'est des rebelles formés par la CIA depuis le début. Donc ça chauffe aussi au niveau de la Turquie. Peu de temps après, le président Erdogan a appelé, le 6 février 2018, à Washington à retirer ses soldats de la ville syrienne Minbej, répétant sa détermination à enchasser une milice kurde considérée comme terroriste par la Turquie. Ensuite, s'exprimant lors d'un meeting de son parti, le chef d'État turc a martelé que l'opération militaire commencée dans l'enclave kurde d'Afrine s'étendrait malgré les réserves de Washington. Donc on voit qu'il y a quand même une tension entre Washington et Turc. Rappelez-vous, il y a quand même des années, ils étaient, même s'il y avait des petites tensions, ils étaient officiellement alliés, et la Turquie était quand même vachement alignée sur la vision atlantiste qui était ouvertement qu'il s'agissait de débouter Assad de la Syrie. Le destituer, et bon, ça veut dire, comme Kadhafi, ça veut dire le tuer. Les appels à la modération américains, en particulier, ont provoqué l'ire du président turc, je le cite, « Quand allez-vous cesser de nous poser la question sur la fin de l'opération turque en Syrie ?» a-t-il lancé à l'encontre des États-Unis, cité par le quotidien turc Hurriyet. Et Erdogan a poursuivi, évoquant encore l'intervention américaine en Afghanistan, toujours en cours, « Quand avez-vous mis fin aux opérations en Afghanistan ? Ça fait 18 ans que vous y êtes. » Et il n'a pas tort. Erdogan a en outre assuré que, selon lui, les États-Unis avaient promis de quitter Manbij. Alors pourquoi vous y êtes ? Maintenant partez, a-t-il conclu, reprochant à Washington de maintenir des forces armées en Syrie malgré la défaite de Daesh, à des fins, je cite, calculatrices. Nous allons venir pour remettre Manbij à ses vrais propriétaires, a-t-il encore fulminé, accusant les États-Unis d'y avoir eux-mêmes placé des unités de protection du peuple kurde. Le mardi, peu de temps après, le mardi 13 février, donc c'était hier, Erdogan, intervenant devant le membre du Parti de justice et du développement, l'AKP, je cite, « Vous dites que vous luttez contre Daesh,
Combien de membres de Daesh avez-vous éliminés? Ceux qui ont combattu Daesh combattent aujourd'hui la Turquie. Personne n'a le droit de se servir de Daesh comme un prétexte. Il est l'heure de mettre fin à ce théâtre entre les Américains et Daesh. Il est l'heure de lever les masques, de faire tomber les masques. Et lui, il recrute parmi les membres de Daesh en même temps. Alors ça, c'est comment ça s'appelle? Le journal The Independent, qui est un journal britannique. Donc déjà, ça prend avec beaucoup de guillemets. Et effectivement, ce serait un membre de Daesh qui aurait confié ses paroles à ce journal britannique, The Independent. Donc, est-ce que vrai ou pas? De toute manière, on sait très bien que la Turquie, et surtout le clan Erdogan, a eu des liens avec Daesh, surtout à un niveau économique, avec la vente de pétrole, qui avait été largement détaillée par les Russes à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez toutes les images satellites des espèces de pipelines vivants qui allaient du nord de la Syrie en Turquie. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait eu ça à l'époque et ça avait défreiné la chronique. Donc oui, ils ont eu des liens établis, mais objectivement, peu importe ce qu'on pense de Erdogan, de toute manière, ce pays ne fait pas ce qu'il veut, comme je l'avais expliqué dans un précédent décodage. C'est le deuxième pays où il y a le plus de bases de l'OTAN. Il est absolument vérolé par la cabale et c'est très compliqué à ce pays de faire ce qu'il veut. Malgré effectivement depuis un an, depuis fondamentalement le comment ça s'appelle? Le coup d'État, merci, raté en Turquie, avorté, où là, il y a eu effectivement un revirement. Après, il y a eu d'autres vagues de revirements, mais effectivement, ça fait 8-10 mois qu'il y a un rapprochement entre l'axe turco-irano-russe, notamment à travers Astana. On peut préciser aussi que ce qui se passe en Syrie, c'est pas anodin du tout aussi sur un plan spirituel et symbolique. C'est parce qu'il y a aussi le vortex de la déesse en Syrie. Le vortex syrien, oui. Donc exactement. Ça, c'est capital aussi pour eux de contrôler ce vortex qui permettrait aussi de diffuser facilement les énergies féminines. Tout à fait. Voilà. Bon, à la suite de ça, il y a eu un hélicoptère turc qui a été abattu. Donc les pilotes sont morts. Alors Erdogan n'a pas dit exactement qui les avait abattus, mais d'après Reuters, ce serait le YPG. Donc en gros, une faction proxy, c'est-à-dire les Kurdes soutenus par les États-Unis. Et d'ailleurs, Erdogan était furieux, il disait qu'ils allaient le payer très cher. Ensuite, peu de temps après, le 10 février, il y a eu un F-16, donc un F-16 américain vendu aux Israéliens, un F-16 israélien qui s'est écrasé après avoir essuyé des tirs de défense antiaérienne syrienne. Tsahal soutient qu'il menait une attaque contre des cibles iraniennes sur le territoire syrien. Damas a parlé d'un acte d'agression et d'une atteinte à sa souveraineté territoriale. Et récemment, il y a eu un drone sur le territoire israélien. Un drone abattu ? Il y a un drone abattu là au-dessus du territoire israélien. Ça, c'est une affaire là qui date de 2 jours. Là, vous n'avez pas entendu ça? On se demande d'où vient ce drone. Est-ce qu'il vient de l'Iran? Est-ce qu'il, enfin, bref. Enfin, en tout cas, on sent bien qu'il y a une volonté de souffler sur les braises encore là-bas pour que. En fait, c'est un drone iranien. C'était un drone iranien qui a été abattu et ce drone ressemblait énormément en fait à un drone américain. C'était un ancien drone américain que les Iraniens avaient abattu et en fait avaient récupéré et ont bricolé la technologie et en fait on fait. Alors, moi, j'ai écouté à la télé un spécialiste de l'Iran qui disait que, il n'y avait pas de preuve formelle que ce drone était effectivement iranien. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres informations qui sont venues après, mais si tu veux, on sent bien qu'il y a une volonté quand même d'attiser la haine entre l'Iran, Israël, etc. Donc, je sais pas. Comme c'est toujours du billard à 5 bandes, les false flags et compagnie, moi, je ne mettrais pas ma main à couper que c'était un drone iranien. Mais bref. Bah, ça ne change pas le goût de la mayonnaise, comme je te dirais. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, il y a un regain de tension entre d'un côté l'axe Syrie-Russie, entre les Américains, c'est-à-dire surtout la faction CIA qui est sur le terrain, soutenu par Israël. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il y a un conflit qui émerge, Israël balance une crotte de nez sous forme de F-16, d'attaque F-16 ou drone.
Et tu sais, c'est comme quand tu t'embrouilles avec une bande ou tu es en train de t'embrouiller avec le grand, et il y a le tout petit, tout maigre derrière qui est en train d'inciter, oh, ça me plaît, ça m'aurait pas plu, ce qu'il a dit sur toi, etc., qui est en train de mettre de l'huile sur le feu. Dès qu'il y a une embrouille, Israël balance un petit truc, mais juste ce qu'il faut pour mettre de l'huile sur le feu, mais pas trop pour ne pas être aspiré par le conflit. Et voilà. Enfin, voilà, c'est vachement très calculé. Effectivement, c'est assez sale comme jeu. Voilà, donc ça, c'est un peu les événements récents. Et effectivement, je pense que dans les semaines à venir, ça annonce de plus en plus de conflits locaux et très sporadiques. Ouais, alors on peut rappeler que très éclair. Pourquoi on suit avec autant d'attention tout ce qui se passe là-bas. Donc, il y a, comme l'a dit Marion, il y a ce vortex important, là, le pentagramme de Syrie. Et puis, le fait que, voilà, on s'attend vraisemblablement à une escalade dans cette région-là, enfin, préalablement à l'événement avec un grand E. Donc, c'est aussi pour ça qu'on suit tout ça avec beaucoup d'attention. Bah, c'est ça, sauf que le problème, c'est que la situation en Syrie, c'est plus 2011-2012, et la Russie est bien implantée sur le territoire syrien. La Syrie a été réarmée par l'Iran, dans une très faible mesure la Chine, mais surtout l'Iran, Hezbollah et la Russie. Donc la Syrie est rearmée maintenant. Alors, c'est pas la deuxième puissance mondiale, effectivement, mais elle est rearmée, comme elle l'a prouvé tout récemment par le fait d'abattre avec sa DCA un F-16 israélien. Voilà, il montre que les actes israéliens ne sont plus impunis. Donc voilà, la situation de Daesh n'est plus du tout la même. Donc les choses ne peuvent plus se passer comme avant. Mais malheureusement, on retrouve certaines méthodes redondantes qui reviennent continuellement, et notamment des false flags à l'attaque chimique, notamment en chlore. Et ça revient encore récemment en disant que le régime de Damas, donc le régime de Bachar al-Assad, le gouvernement syrien, aurait utilisé l'arme chimique à base de chlore contre sa population dans diverses localités. Mais on les voit pas sur deux, parce que le directeur du Centre européen d'analyse stratégique, par exemple, appelle à la prudence, analyse les enjeux derrière ces accusations. On voit le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui a ouvertement accusé la Russie de porter toute responsabilité sur les attaques chimiques perpétuées sur le territoire syrien. Donc en fait, en diabolisant, peu importe qui l'utilise, en diabolisant la Syrie, diabolise également la Russie, par association. Il y a même la ministre française des Armées, Florence Parly, qui a reconnu elle-même qu'elle ne disposait fondamentalement pas de preuves formelles. Donc, on sent que c'est vraiment une accusation par tatillon. Et en fait, ces accusations s'adaptent en temps réel à la situation sur le terrain, et que ça permet de laisser à feu doux en fait cette situation, et dès que ça chauffe, ça passe en faveur. La situation passe un peu en faveur diplomatiquement et au vu des médias sur l'axe, on va dire, américain. Je pense qu'ils vont réenclencher cette histoire de chlore et remettre de la sauce dans les médias avec cette propagande-là, quoi. Et d'ailleurs, tu as entendu la position de Macron, là, ce qu'il a dit concernant ces supposées attaques chimiques? Il a dit que si c'était avéré, la France irait intervenir directement. Ah ouais, ils iraient frapper le territoire. Quand même, hein. Donc on sent bien qu'ils essaient de faire vraiment monter la mayonnaise, là. Ça prépare le terrain, à mon avis, effectivement. Ouais. De toute manière, il y en a déjà eu plusieurs. On s'attend à d'autres false flags chimiques. C'est à mon avis, malheureusement, une évidence. Bon, c'est pas trop spirituel tout ça. Et au-dessus de nos têtes, comment ça se passe? Vous pensez que c'est un peu plus spirituel? Ah bah c'est un autre type de guerre, mais mais oui, c'est. Donc pour terminer, voilà, on va parler un petit peu d'actualité galactique récente. Alors pour rappel, en fait, notre source principale, c'est le contacté Cobra, qui a des contacts, qui a des contacts avec les Pléiadiens, mais qui a des contacts également avec le mouvement de la résistance. Alors, on a parlé la dernière fois des attaques avec des armes à énergie dirigée, et notamment contre la partenaire de Cobra qui en est morte en réalité. Et ces attaques, en fait, sur le divin féminin, elles se limitent pas bien sûr à la partenaire de Cobra. Elles ont, enfin, j'ai de nombreuses informations, on va dire concurrentes, qui montrent que ça se passe un petit peu partout. Voilà. Mais les attaques sur Isis Astara, c'était un symbole. Et alors, d'après Cobra, donc le 27 janvier, le Haut Commandement Galactique, alors bon, encore une fois, non, nous n'avons pas fumé la moquette. Nous sommes éminemment convaincus de l'existence d'une flotte
positive galactique qui cherche à intervenir justement sur le terrain terrestre pour libérer les otages que nous sommes. Donc, ce haut commandement galactique a décidé de déployer sa flotte en orbite terrestre moyenne. Alors, il nous explique que donc ces informations, elles ont été confirmées donc par les sources pléiadiennes, le mouvement de la résistance, mais aussi indirectement par les sources du Dragon, donc des sociétés secrètes asiatiques qui sont également très bien informées, et que donc l'orbite moyenne, donc c'est on aurait pu le deviner, c'est l'orbite qui est située entre l'orbite basse et l'orbite haute, mais c'est une orbite qui curieusement a très peu de satellites. Et pourquoi elle a très peu de satellites? Parce que sur cette orbite-là, en fait, on y trouvait notamment la flottille Draco, qui est sous le contrôle Chimère, qui sont là, en fait, pour garder la quarantaine terrestre. Voilà. Et donc, les mouvements qu'on peut observer sur Terre, il y en a également aussi dans le ciel, même si on ne les voit pas, puisqu'ils ont des technologies qui leur permettent de masquer un petit peu tous ces mouvements de flotte. Mais apparemment, il se passe des choses très, très importantes avec les forces positives, qu'on appelle aussi les forces de la lumière, qui se rapprochent de la Terre et qui rentrent dans l'orbite qui était jusqu'à présent le fief des forces sombres, donc la flotte Draco sous le contrôle Chimère. Voilà, et d'ailleurs, Cobra, pour appuyer ça, il donne des exemples, il donne une photo de cloud ship. Alors, les cloud ships, en anglais, ça veut dire en fait des vaisseaux nuages. C'est-à-dire que ce sont des nuages qui ont des drôles de formes, qui ne sont pas, on va dire, habituellement reconnus par les météorologues, des formes lenticulaires souvent, en fait, qui sont une espèce qui matérialisent une approche justement de vaisseaux par rapport à la densité terrestre. Donc, ils sont dans une densité qui est plus faible, mais comme ils s'approchent de la densité de la matière, et ben ils utilisent des techniques de masquage et ça se manifeste justement par ces nuages qui ont de drôles de formes. Et il y a énormément d'exemples sur toute la planète justement de ces vaisseaux nuages, ces cloud ships, qui montreraient que les sources de Cobra semblent avoir raison sur ce rapprochement des forces de la lumière. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Ouais, moi c'est vrai que j'ai une amie qui m'a raconté cette semaine avoir vu un vaisseau de ce type dans le ciel là, en Île-de-France. Et j'ai vu aussi sur internet au Mont Shasta, que pas mal d'entre vous doivent connaître, qui est un lieu hautement énergétique. Il y a eu aussi des photos qui ont été transmises là sur Facebook où il y avait ce type de vaisseau. C'était cette semaine d'ailleurs. Donc oui, je pense que là il y a un vrai rapprochement qui est en train de se faire. On va commencer à voir vraiment beaucoup de choses dans le ciel si on ouvre bien les yeux. Voilà. Et ces cloud ships apparaissent, merci à Jonathan d'avoir montré quelques exemples, ils apparaissent aussi dans des lieux énergétiques particuliers. Donc, tu as évoqué le mont Shasta, mais là où la grille justement énergétique a été restaurée, c'est un lieu privilégié justement d'apparition de ces cloud ships. Ouais. Donc voilà, donc c'est plutôt positif, je trouve en tout cas, ce qui se passe au-dessus de nos têtes. Je ne sais pas si Cindy ou Jonathan, vous voulez commenter ça avant qu'on clôture cet épisode. Apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre en substance, il y a quand même une orientation plus rapide et plus rapide et plus offensive, on pourrait dire, dans les opérations. Je sais pas ce que vous en oui, il y a de pensez. grandes avancées, oui. À tel point qu'à une époque, la résistance n'aurait pas osé faire, même les galactiques n'auraient pas osé faire des opérations en surface, ou même des vaisseaux n'auraient pas vraiment osé se montrer. Et là, il y a de plus en plus de manifestations. Il y a même certaines opérations en surface, mais très proches de la surface. En réalité, plus on les appelle, plus on leur demande d'intervenir, plus on leur donne le droit et la possibilité d'intervenir. Donc, j'invite tous les auditeurs justement à faire cet appel pour que les forces de la lumière interviennent sur Terre pour accélérer le cours des choses. L'unité est la clé, comme on dit. Donc, oui. Ça, c'est important, ouais. En effet, que tout le monde manifeste sa volonté de voir ce monde changer. Ça, c'est très important. Et à propos d'unité, je vous invite toujours à participer aux méditations.
Donc, aussi bien sur le plan personnel que les méditations de masse qui sont proposées par Cobra ou le site We Love Mass Meditation. Voilà. Oui, Car d'ailleurs, il y a une méditation très importante demain. Oui, celle de la de l'éclipse solaire et partielle. et de la nouvelle lune. Non, pardon, c'est une nouvelle lune. Et vous pouvez donner l'heure exacte pour nos auditeurs de cette nuit? Ah, tu me poses une colle, j'ai Alors pas... ça, oui, parce qu'on a toujours les heures, mais UTC, alors... Ok, Oui. alors on vous invite à aller voir le portail de toute façon, Wheel of Mass Meditation. Je mettrai on le partagera avec Cindy sur nos groupes, on mettra toutes les infos, ne vous inquiétez pas. Donc dans mon groupe, préparez-vous au changement et vivez la révolution vibratoire et méditation mondiale de libération planétaire sur Facebook. On mettra les N'oubliez liens. pas aussi le groupe de Marion, l'infini et l'invisible. Voilà, on mettra tout. On essaiera de mettre le lien de la méditation, l'heure exacte en description. Rappelez-vous, dans un précédent décodage, j'avais parlé des méditations de masse à l'occasion de la super lune bleue. Donc c'était le numéro 2, je crois, non? Ou le 3? C'était lequel? Je me souviens plus trop. Peu importe. Mais on en a parlé, mais on en reparlera de toute façon. C'est un sujet qui doit être récurrent. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis, on vous donne rendez-vous au prochain épisode, vraisemblablement la semaine prochaine. Oui. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonsoir à tous.